Et Issa Chiroma, le pion de la France, nous a-t-on dit. On nous a même dit que Issa Chiroma avait déjà reçu une invitation d'Emmanuel Macron pour venir à l'Élysée. S'il est vrai que la France se trouve dans une position un peu délicate par rapport à la situation du Cameroun, toujours est-il qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron ne peut pas inviter Issa Chiroma au palais de l'Élysée. Encore que Issa Chiroma n'en a jamais fait demande. Issa Chiroma, dans sa démarche, avait déjà dit au peuple camerounais de prendre date et histoire, qu'il ne les trahira pas. Et il a continué à dire que c'est le peuple qui devait continuer à revendiquer la victoire. Malgré toutes les histoires qu'on a racontées, voulant nous prouver qu'il avait fait du cinéma et que certainement c'est grâce à Ngongo et Paul Biya qu'il a réussi à sortir pour être à l'étranger, que tout ce qu'on a pu voir, ce n'était qu'une façon qu'il voulait, bien évidemment, revenir rapidement au pouvoir. On constate, preuve à l'appui, que Issa Chiroma n'a pas pu et n'a pas voulu entrer dans ce gouvernement. Et chaque acte qu'il pose est aussi un nœud qu'il met au cou du régime Biya. Depuis Marthe, aux manifestations, chaque action qu'il a menée était aussi portée vers la communauté internationale. Et la preuve, c'est que jusqu'aujourd'hui, le régime Biya se sent bousculé. Le régime Biya est obligé de montrer au monde entier qu'il doit régner par la terreur. Et Issa Chiroma ne s'y déplaît pas. Puisqu'en réalité, il a giflé et démasqué le régime Biya qui ne parvient même plus à se cacher. L'assassinat d'Aminissé et Kane a été un véritable coup, non seulement pour l'opposition, mais aussi pour le régime. Pour l'opposition parce que c'était un élément clé du changement et parce que c'est quelqu'un qui a su, à une période importante de la vie camerounaise, prendre position, non seulement auprès de Kamto, mais de virer vers Issa Chiroma. Il est donc devenu un véritable héros, un martyr. Et cela énerve le régime Biya qui aurait voulu en faire un bandit, comme d'ailleurs celui qu'on appelle Elemi Lobé aime souvent les baptiser. Mais la mort de Anissé Kane n'a jamais arrangé quoi que ce soit. Et Anissé Kane, loin d'être sali, est plutôt en train de gagner les cœurs de la communauté internationale et de faire que ceux-là qui soutenaient Paul Biya à corps et à cri qu'ils prennent un peu de distance. Tel est le cas par exemple de la France. Et justement pour cela, le régime voulant montrer qu'il ne peut pas trembler, qu'il ne peut pas reculer et qu'il est toujours sous le contrôle, le régime continue donc à faire des arrestations. Ces arrestations qui vont bien évidemment jusqu'à tous ceux qui peuvent intervenir au niveau de la télévision, comme par exemple le professeur Tuente, dont nous allons d'ailleurs parler pour l'instant, dans quelques instants. Mais ce que nous voulions évoquer aujourd'hui, c'est que beaucoup posaient déjà la question, qu'est-ce qu'il y aura après les villes mortes? On croyait que tout était déjà terminé. Mais Issa Chiroma, non seulement a réussi à mobiliser les Camerounais de telle sorte que c'est presque des petits foyers un peu partout qui sont nés. Que ce soit des camionneurs, que ce soit des benzineurs, que ce soit même le Sud, chacun aujourd'hui est prêt à se défendre, chacun est aujourd'hui prêt à en découdre, chacun est prêt à descendre dans la rue ou bloquer la rue. Mais ce n'est pas dans la rue que cette fois-ci il est reparti. Issa Chiroma est resté tranquille, mais cependant, il actionne sur le plan diplomatique. C'est ainsi qu'on a donc pu voir l'arrivée, pas de Issa Chiroma comme on pouvait attendre, parce que le régime Biya n'attendait que ça, parce qu'ils aiment toujours dire que, vous voyez,
Hein, les opposants veulent aller vendre le Cameroun à la France, veulent aller vendre aux États-Unis, veulent aller vendre en Allemagne, veulent aller faire ceci. Et ce Chiroma, lui, a été beaucoup plus habile. Au lieu d'aller vers les éternels partenaires, Issa Chiroma est plutôt parti dans un pays africain. C'est-à-dire, c'est un panafricaniste. C'est en Gambie, après avoir été au Nigeria, qu'il est donc parti se réfugier. Même si des informations donnent que la NIA, c'est-à-dire que l'agence de renseignement du Nigeria a eu à intervenir avec, bien évidemment, une certaine bénédiction de la France, on pourrait tout au moins savoir que Issa Chiroma a réussi une chose aujourd'hui, là où presque personne ne réussissait, c'est tenir le régime Biya en alerte, en éveil et dans la peur. Oui, la peur a changé de camp. C'est le régime Biya qui tremble maintenant. Dans la mesure où, surtout, là où le régime Biya a souvent eu à agir, c'est sur l'international. Paul Biya a toujours dépensé beaucoup d'argent pour payer les médias, pour payer les spin doctors, pour essayer de laver son image, pour payer les diplomates, pour que quand ils arrivent à l'ONU, que ce soit présenté comme un sage, que ce soit quelqu'un qui montre qu'il se bat pour la paix, qu'il veut la stabilité du pays, que c'est quelqu'un qui tient son pays et qui est beaucoup aimé. Or, avec Maurice Kamto, l'image de Paul Biya a d'abord été écornée. Mais il manquait quelque chose. C'était les PV. Cette fois-ci, avec Issa Chiroma, non seulement il est venu avec les PV, mais l'assassinat de Anissé Kane et de plusieurs manifestants est quelque chose qui a fait déborder la goutte d'eau du vase. Le régime donc est aux abois. Et Issa Chiroma n'a pas eu à lâcher le régime respirer. Directement, il a actionné là où ça fait mal. C'est-à-dire que là où le régime Biya actionne souvent, avec l'argent du pétrole, avec l'argent du bois, avec des marchés, avec des terrains, avec ceci et cela, avec les multinationales, c'est là-bas où il est allé. On se posait des questions, qu'est-ce que ça allait donner avec les avocats? Mais derrière ces avocats, on a commencé à constater que non seulement c'était des bêtes de la communication, mais surtout, ils savaient là où se trouve l'épicentre de Biya. La France, Paris et les médias français. Généralement, après chaque élection volée de Paul Biya, les médias français se mettent en rang pour qualifier le sage, pour même dire que c'est lui qui a gagné, que c'est lui qui était bien portant, que c'est lui qui avait une avance confortable, qu'il n'a pas de... que c'est l'opposition qui n'était pas unie, que c'est Paul Biya qui est très fort. Mais là, la donne a changé. Tous les médias occidentaux, et même panafricanistes, ayant vu ce qui s'est passé au Cameroun, et même dans le propre camp de Biya, on sait maintenant que c'est mauvais, que Paul Biya n'a pas gagné cette élection. Et le pire, c'est que la barbarie qui en est suivie donne aujourd'hui des armes à Issa Chiroma pour donc étrangler ce régime sur le plan international. La conférence invitée, convoquée à Paris, au salon Hoche, a donc réussi à réunir la crème de la crème. La crème de la communication camerounaise africaine, mais aussi des médias français. Dans cette crème camerounaise, Issa Chiroma a réussi à mettre une cote incroyable où ce n'est plus qu'on va dire que c'est une affaire des Bamileke, c'est une affaire des anglophones ou ceci et cela. On pouvait voir dans la salle, et d'ailleurs depuis un certain temps, qu'ils ont pris l'engagement, non seulement mettre Alice Kam, mais on pouvait voir Enonchon, qui est une femme ayant un véritable carnet d'adresses, mais aussi quelqu'un qui a travaillé là où Paul Biya va souvent demander de l'argent, c'est-à-dire au niveau des institutions de Bretton Woods, et qui d'ailleurs était l'intervieweur de Paul Biya lui-même, c'est-à-dire que Eric Chindé.
Hélène Tindé était bel et bien là, sans pour autant aussi oublier une des femmes qui, pas seulement au Cameroun, est connue, mais sur le plan africain, à savoir Calix Bayala. Non, Marie-Roger Bilois d'abord. Marie-Roger Bilois qui a créé le magazine Ici les gens du Cameroun et qui d'ailleurs a créé le plus grand réseau africain aux Champs-Élysées. Avec bien évidemment le Club Millennium, où il réunissait et les anciens chefs d'État, et les grands diplomates, et les personnalités des hommes dans le monde économique, ainsi de suite. Marie-Roger Bilois est donc une tête et surtout un agenda plein, un carnet d'adresses surchargé. Marie-Roger Bilois a pris cette parole avec une certitude. Elle a encore tambouriné devant la presse française qui la respecte déjà, qu'il n'y a même pas débat. C'est Issa Chiroma qui a gagné l'élection. Point barre. Que Biya n'a jamais gagné cette élection. Mais bien au contraire, se livre plutôt à des exactions, à des assassinats. Et bien évidemment, en mettant toujours en avant l'assassinat de Anissé Kane. Ici, on ne parle pas de mort. Ici, on parle d'un assassinat politique programmé. Et on est devant la presse internationale qui relaie cela dans toutes les langues. Résultat, ceux qui croient et ceux qui attendaient que Issa Chiroma prenne tout simplement les armes, ils peuvent se dire que non, ce n'est pas comme ça. Un homme politique ne prend pas d'abord des armes parce qu'il doit avoir des partenaires, qu'il doit séduire sur le plan international. Parce qu'aucun partenaire ne voudrait venir dans un pays en guerre, même si certains qui sont avec Issa Chiroma veulent passer par la méthode forte. Mais Issa Chiroma est en train de gagner la première guerre, c'est-à-dire la guerre médiatique. L'image du régime Biya est à terre. C'est pour cela d'ailleurs qu'aujourd'hui, ils ne parviennent même pas à prendre, à demander certains crédits. Parce qu'on sait qu'ils n'ont pas de légitimité. Deuxième des choses, c'est la guerre diplomatique. Le régime Biya n'a pas réussi à séduire de grands pays tels que l'Union européenne qui n'ont toujours pas fléchi. Pour féliciter Biya, ce qui est quand même exceptionnel, ou encore la France. Et maintenant, là où se trouve le nerf de la guerre, puisque chacun d'entre vous peut savoir que Paul Biya, même quand il s'agissait tout simplement des Jeux Olympiques, il est venu se faire mouiller le caleçon ici, et Chantal Biya, jusqu'à ce que sa touffe pesait déjà 10 kilos. Sous l'eau, parce qu'il fallait juste voir Macron. Que ce soit à Lyon, Paul Biya préfère se déplacer là-bas pour aller demander pardon, aller demander quelque ceci et cela. C'est Emmanuel Macron. Au moment où Paul Biya était déjà donc déconnecté de la réalité internationale, du monde diplomatique, c'est Emmanuel Macron qui est revenu avec ce Paul Biya-là. Et ce Paul Biya aujourd'hui est totalement déconnecté puisque Macron, même lors du dernier sommet, Union européenne, Afrique, pas de traces de Paul Biya, ni son représentant. Mais par contre, il faut voir que même là-bas, il y avait toujours les représentants de Issa Chiroma. Petit à petit donc, Issa Chiroma est en train de prendre de l'avance sur Paul Biya, sur le plan médiatique, sur le plan diplomatique, sur le plan international. Paul Biya ne peut pas vivre sans l'international, puisque sur le plan national, comme on le dit aujourd'hui, il est affaibli par la guerre du Nozo, où chacun peut constater que depuis un certain temps, le nombre d'agressions des personnalités en tenue, des hommes en tenue, y compris des cadres, n'a fait qu'augmenter. Cela veut dire que sur le plan de l'insécurité, il ne parvient plus à maîtriser. Sur le plan économique, le Cameroun est presque sous asphyxie, ou plutôt maintenu à l'aumône, à quelque générosité, à quelque fiscalité, mais cela ne saurait longtemps durer. Tant que Issa Chiroma multiplie donc les actions,
il faut savoir que c'est là-bas où ça fait beaucoup plus mal. Parce qu'il faut savoir que le régime Biya, comme disent souvent beaucoup de gens, a passé son temps à faire de telle sorte que quand on veut voter une résolution contre le Cameroun aux Nations Unies, eh bien, ils sont là-bas avec des malins, ils ont déjà arrosé tout le monde, et du coup, rien n'est jamais passé contre le régime Biya. Si les sanctions sont prises contre le régime Biya, d'abord, ses plus proches collaborateurs qui sont actuellement sous l'œil du cyclone, qui sont maintenant sur des listes grises, noires, rouges, Paul Biya sera complètement affaibli. Parce que c'est eux qui peuvent se déplacer. Or, aujourd'hui, Paul Biya attend de savoir est-ce que tel nom est là avant de savoir si je vais enlever ça dans le gouvernement ou bien si je peux le mettre. Et bien évidemment, certains peuvent encore bénéficier de ce qu'on peut appeler l'immunité diplomatique. Mais jusqu'à quand? Et aussi, au regard de certaines actualités comme l'affaire Martinez-Zogo ou comme l'affaire Anissé Ekane, sans pour autant oublier que d'autres choses et même les procès sur des assassinats vont commencer. La conférence de Paris n'était donc pas une comédie. Que ce soit avec les fils d'Anissé Ekane, c'était pour mettre dans l'oreille de la communauté internationale que Paul Biya n'a pas seulement volé l'élection, mais il y a plus. Et il y a l'assassinat d'un homme politique en prison qui avait 74 ans, qui a été arrêté et traité dans des conditions inhumaines, qui était derrière Kamto et qui par la suite est allé avec Issa Chiroma. Et que ce monsieur s'est retrouvé dans des conditions torturées et il est mort. Voilà la leçon. Nous au Cameroun, ou peut-être en Afrique, on voit que bon, quelqu'un est mort, c'est fini, on opposant, c'est rien. Mais dans ces pays, l'assassinat d'un homme politique, d'un journaliste, d'un défenseur des droits de l'homme, ça donne immédiatement le là pour ouvrir les procès à n'en plus finir pour atteindre aux droits de l'homme, pour torture, pour assassinat politique. Et ils ont donc choisi Paris. Ils sont partis de partout. Ils sont venus de partout. Ceux qui attendaient qu'ils vont sortir les Kalachnikov, qu'ils vont sortir les missiles. La guerre se gagne par la diplomatie, plus que par les armes. Mesdames et messieurs, la conférence de Issa Chiroma, puisque c'était lui, même si c'est les autres qui parlaient, ils étaient là pour défendre la victoire de Issa Chiroma, pour dénoncer, déshabiller le régime Biya, souvent considéré et souvent caché sous les boiseaux et souvent lavé, nettoyé par la presse occidentale. C'était pour venir uniquement couper tous les cordons que Paul Biya peut encore avoir. C'était pour mettre de la pression sur ses partenaires, pour qu'ils ne puissent même plus, et peut-être beaucoup plus loin, avoir à acheter des armes. Ils peuvent arriver jusqu'à l'embargo. Ils peuvent arriver jusqu'à plusieurs choses. Ils peuvent arriver justement aussi au gel des avoirs. Mesdames et messieurs, écoutons ces interventions qui, à vue d'œil, sont simples, mais la réalité est que ce qui s'est passé à Paris est une véritable alerte et le début de la chute du régime Biya, lorsqu'on voit la qualité des personnalités, les messages véhiculés, et surtout, derrière, vous allez entendre comment est-ce que des personnalités vont dire que nous allons faire le lobbying. Éric Tchindjela dit, d'autres l'ont dit, et vous le savez, quand on fait le lobbying, ça fait très très mal. Voilà d'abord Anissé Ekane pour la police.
Plus particulièrement de son meurtre, de son assassinat. Merci. Ce sont les deux fils de Ce texte est une allégorie. C'était une exhortation à tous les peuples africains de comprendre que Sankara a commencé une certaine musique qu'il a essayé de transmettre. Et ce que mon père essaie d'expliquer, c'est que vous pouvez tuer le musicien, mais vous ne pouvez pas tuer la musique. Et j'aimerais que tous les Camerounais qui se reconnaissent dans les combats de mon père, les combats qui ont été in fine sacrificiels pour lui, essayent d'imprimer en eux cette idée. Mais cette musique que nous devons perpétuer, c'est une musique transpartisane, c'est une musique transidéologique, c'est une musique qui a pour refrain la liberté. Et mon père concluait cet article en citant Victor Hugo, une citation que j'aime beaucoup, qui disait « On n'arrête pas une idée dans l'œuvre tous les instrumentistes et laissons cette musique prendre de plus en plus d'ampleur. » Voilà, c'était tout pour moi. Merci beaucoup. Je vous partage. J'ai eu un entretien prolifique et très intéressant avec l'un d'entre nous qui est ici aujourd'hui, le professeur Boni, qui avait opté pour intituler le régime dictatorial à preuve, les réseaux, la presse, les fake news, afin de diluer le drame qui nous accable aujourd'hui, leur forfaiture, leur assassinat. Anissé Kane était un homme de 74 ans, fait d'une pathologie chronique pulmonaire, on je tairai le nom parce que ça n'a aucun intérêt. Je partagerai ça j'ai déjà partagé la pathologie exacte avec les professionnels, mais c'était une pathologie pulmonaire chronique, stabilisée, et qui n'engageait pas son pronostic vital à court terme. Il n'était pas censé mourir, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Il avait effectivement des exacerbations aiguës, c'est-à-dire qu'il pouvait avoir des crises qu'il savait gérer à l'aide de nombreux dispositifs médicaux. C'est vrai qu'il a été reporté plusieurs fois son extracteur d'oxygène, mais il avait une chambre d'inhalation pour lui demander s'il était prêt à faire des concessions. Il a dit tant que vous reconnaissez, vous revoyez. Il a raccroché le téléphone. Au sein des locaux du CED. Vous voyez, on voulait lui donner de l'argent. Il a refusé. Un peu embêté par les mois, je pense qu'une annonce d'avoir une pathologie chronique. Chronique veut dire que c'est une évolution lente et progressive. Il n'était pas mourant. Il est mort au sein des locaux du secrétariat d'État à la Défense. On n'est plus à une contradiction près. Et ils réussissent à nous embrouiller. Ils réussissent à m'embrouiller. Pourquoi? Si jamais mon père était atteint de multiples pathologies, pourquoi vous le détenez dans les locaux du secrétariat d'État à la Défense? Vous avez des hôpitaux de référence, vous nous l'avez si bien dit. Pourquoi il est maintenu dans le locaux du secrétariat jusqu'à Yaoundé? Qu'est-ce que vous cherchez? Répondez-nous. Jekam Chamini, son détenu, a fait un témoignage où il disait qu'il ne s'est jamais remis de ce voyage, que ses courbatures ont continué pendant 2 ou 3 semaines et qu'il n'imaginait même pas ce que son compagnon de lutte, Anissé, avait pu subir. Voilà comment l'assassinat commence. Est-ce que les dispositifs médicaux et vous allez l'enfermer dans les locaux du secrétariat d'État à la Défense? Je ne vais pas m'attarder sur les motifs douteux qui expliquent sa détention. Vous nous l'avez arraché. Le petit horloge, là, je fais une petite parenthèse pour essayer de vous faire sourire, même si c'est compliqué. La première personne à qui même Zolos sort, c'est moi. Parce qu'il aura réussi à me faire sortir de ma cachette. Parce que je ne suis pas un homme public.
il doit être abondamment en train de lire là-bas et dire, mais voilà, tu n'auras pas réussi à de détention. C'est suite à sa mort que nous, ses enfants, nous avons pu faire nos premières apparitions publiques. Et Kaganissé a été tué en mission. Il était convaincu. Il avait pour mantra le respect de la vérité sortie des urnes et rien d'autre. Ce n'est pas normal que la vérité soit systématiquement tronquée. Ce n'est pas être une personne contre le régime de Paul Biya que de dire que la vérité doit triompher absolument. Après là, c'est prêt à tout. C'est-à-dire quelqu'un comme Alexis Canet n'aurait jamais dû être détenu. On le sait, il ne faisait pas, il était là, et ils n'ont pas arrêté de le harceler, comme ils ont harcelé beaucoup de gens. Donc c'est tout à fait exact qu'il y a une machine de mise à mort qui s'est mise en place. Et je crois pas qu'il... Mais pour parler de différentes choses qui ont été évoquées ici, c'est vrai que mon engagement a semblé surprendre, et moi je me suis demandé pourquoi, parce que j'ai toujours été assez critique, mais peut-être qu'on a un peu trop ménagé ce régime. Peut-être qu'on n'était pas... c'est vrai qu'on était... voilà, on était patients, comme beaucoup de Camerounais. Et avec lesquels je parle depuis très longtemps, quelques décennies maintenant. Et sur... J'avais déjà 86 ans, et on s'est dit ça va être le dernier mandat. Ça n'a pas été le cas. Et on s'est encore serré la ceinture. On dit, en 2025, certainement c'est terminé, parce que là, il aura 92 ans. Tous les jours, on avait les ministres, donc on trouvait des sommes faramineuses dans les plafonds. Les journaux étaient pleins de différentes malversations, etc. Donc, dans ce contexte de lutte du clan, voilà, on s'est dit, ça y est, on a jusqu'aujourd'hui un vide au sommet de l'État. Je crois que ça, c'est une des choses qui a le plus gêné les Camerounais. Parce qu'on ne sait pas, il y a quelqu'un qui veut qu'on le déclare élu, mais qui ne gouverne pas le pays. Et laisse la population comme arabe, sauf que le Cameroun, au contraire de la Côte d'Ivoire, avait des ressources pétrolières, par exemple. Donc le Cameroun était même un peu plus développé. Après, il y a un PIB supérieur, légèrement supérieur à la Côte d'Ivoire, enfin ça se tenait. Alors on les appelait les... C'est la voix du peuple. Souvenez-vous, au soir du 12 octobre, personne ne vous connaissait. Et pourtant, nous avons mis en place la structure juridique pour gagner les élections. Nous les avons gagnées. Je faisais bien la liste des hauts fonctionnaires qui m'appelaient pour dire transmettez-lui mes félicitations. Des officiers supérieurs qui m'appelaient pour me dire je n'ai pas même pas à le joindre, transmettez-lui mes félicitations. En retour, les membres du conseil constitutionnel m'ont déjà appelé pour me féliciter. Je ne peux pas compter les membres du gouvernement qui m'ont déjà appelé pour me féliciter. Bravo fils, bravo maître. Le peuple a accueilli, c'est notre avis. Je croyais que faire l'affaire. Félicitations à tous les fonctionnaires, à quelques postes qui se trouvent, qui ont permis à notre collectif d'identifier les familles de tous les assassinés. Non, pardon. Les familles de tous les assassinés. Ce n'est pas de chasser les républicains dans la République et puis de vouloir les torturer plus loin. À ce jour, je vous rassure, il n'y a que deux questions qui me taraudent. Chaque fois que je vais à me joindre, voici la question. Maître, donc, on ne va jamais poursuivre ceux qui ont tué mon frère ou ma soeur. Donc, nous ne saurons jamais pourquoi ça est arrivé. Maître, donc, ceux qui sont à l'hôpital,
Qu'est-ce qu'on va faire devrait regarder les intérêts du peuple, se projeter dans l'avenir, se projeter dans de nouvelles relations avec l'Afrique en se disant peut-être qu'en étant fidèle à mes valeurs, moi, France, de respect des droits de l'homme et de défense de l'universalisme, je vais aider le peuple camerounais et même un peu plus dans sa défense. Ce qui lui donnera, à mon avis, une nouvelle voie pour reconstruire une relation avec l'Afrique. Et si elle ne le fait pas, elle va au contraire à la fois se trahir ses valeurs et trahir ses intérêts. Donc voilà, ça c'est, je pense que la France a soit elle décide d'affirmer son identité et de la défendre. Si c'est le troisième choix qu'elle fait, à mon avis, elle doit le faire. Si c'est le troisième choix qu'elle fait, à ce moment-là, la question camerounaise est pour elle une question existentielle. La question de savoir si l'Europe peut rester sans rien dire, sans prendre des positions plus fortes face à ce qui se passe en ce moment au Cameroun, est une question qui lui renvoie à sa propre identité. Et donc, si elle n'agit pas, mon sentiment, c'est que son propre avenir est en jeu. Ils sont là pour le Cameroun. Et je pense que le Cameroun le vaut bien. J'adresse des salutations particulières à... Je parle au nom de la société familiale, je ne parle pas comment donner, je parle au nom de la société, parce que je suis de la société et je fais partie du pouvoir. Si je le dis aujourd'hui, si j'en parle aujourd'hui, c'est surtout parce qu'il y a eu un problème. Nous sommes en train de vouloir soutenir, lever des fonds, soutenir des vies. Nous faisons et on va continuer à le faire. Mais je voudrais vous laisser avec une minute, vous laisser avec. Alors, nous avons commencé au Cameroun l'expérience démocratique en 90. Il y a un certain nombre de pays qui ont aussi eu la même expérience démocratique. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, des pays qui ont plus ou moins, qui avaient plus ou moins le même niveau économique de développement. Donc le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun et le Kenya. Donc ces 5 pays. Parce que dans ces pays-là, dans le Cameroun aussi, comme dans ces autres. Bon. Là, mesdames et messieurs, c'était pour vous montrer quelques petits extraits de très très longs échanges, très fructueux. Mais de ces échanges, vous allez retenir que, 1. Les avocats ont déjà lancé les procédures. Les procédures judiciaires sont déjà bel et bien donc lancées pour, bien évidemment, oh là là, ces extraits étaient juste des pièces pour montrer que derrière cela, il y avait déjà la liste des victimes. La liste des victimes avec leurs familles. Les familles ont déjà donné le quitus. Et au moment où je vous parle, les procédures judiciaires sont déjà lancées. Ce qui signifie que ce soit en Europe, vous avez entendu comment est-ce que le journaliste français disait que l'Europe ne peut pas laisser le régime Biya continuer comme ça. L'Europe ne peut pas fermer les yeux devant autant d'assassinats. L'Europe ne peut pas continuer à aider. L'Europe ne peut pas être complice parce que l'Europe n'a jamais été complice de tels crimes ou encore des trucages d'élections, surtout quand c'est prouvé comme ça. Donc voilà la difficulté. Donc j'ai mis juste ces extraits parce que c'était de longues interventions, juste pour que vous voyez l'engagement de ces personnalités qui ne peuvent pas perdre leur temps à venir à Paris pour rien. En fait, c'était
non seulement pour commencer le lobbying, je n'ai pas besoin de dire beaucoup d'autres choses concernant les endroits où ils ont commencé à toucher, sans pour autant oublier que ils le font déjà avec d'autres grandes puissances et que pendant ce temps, ils ont fait une véritable assise au-delà de ce que vous avez vu. Et cette assise, chacun part avec un cahier de charges. Que moi, c'est elle, l'autre c'est elle, l'autre c'est elle, l'autre c'est elle. Parce qu'il y a des organisations qui ne peuvent pas se faire au téléphone. Mais en ce temps, on a montré à Biya que nous également, on vient en France, au cœur de cette Europe-là, et on va attaquer là-bas. Et comme tous les dirigeants, ou qu'est-ce que j'ai dit, les responsables, les membres du régime, chacun a des intérêts ici, ils ont des familles ici, ils ont des maisons ici, ils ont des sociétés ici, ils ont des maîtresses ici, ils viennent se soigner ici. Vous comprenez donc que lorsqu'il y a déjà des plaintes aussi graves pour une crise post-électorale, avec des tortures, avec bien évidemment des morts d'hommes, que ça ne peut pas être une affaire facile. Ce ne sera pas une affaire facile. Et d'ailleurs, vous voyez, la première dame se trouve où actuellement? Elle est bel et bien en Europe. Hein? La femme de Ngongo se trouve où? Elle est bel et bien en Europe. Hein? La femme de Mondaïolo se trouve où? Elle est partie de Sao Tomé, elle se trouve actuellement en Europe. Hein? Vous comprenez donc que ces gens qui croient qu'ils sont tout puissants chez eux oublient les règles internationales, oublient les accords internationaux, oublient tout ce que le Cameroun lui-même a paraphé. Mais ils vont se retrouver au pays de si je savais.